Beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, merci d'être aussi fidèle aux vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. On est ravis de vous accueillir encore de plus en plus nombreux. On le dit tous les jours, mais comme tous les jours, des nouveaux entrants. On leur souhaite la bienvenue. On en profite. Ça va mon Philippe David ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien, mais parler de remontada un soir de PSG Barcelone, je pense que Rémi André aurait peut-être pu choisir une autre expression. Et pourquoi pas ? Là, c'est le supporter du PSG qui parle. Ouais, pourquoi pas ? Parce ça met un peu que de la sel. remontada, je l'ai toujours en travers de la gorge. D'ailleurs, vu l'arbitrage, je n'ai jamais parlé de remontada, mais de sodomizada en ce qui me concerne. Ce sera peut-être une descentada pour le PSG. Ou Non. pour le Barça. Oh, dites pas des mauvaises choses comme ça, Philippe Bilger, s'il vous plaît. Commencez pas comme ça. Ne touchez pas au PSG, hein ? On touche pas au PSG, voilà. Mais vous savez bien que le Qatar, je l'aime pas. Ouais, bah écoutez. Mais il vous aime pas non plus. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas essayé d'être aimé. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Allez, au sommaire de cette émission, un peu de sérieux. Pour le grand débat du jour, c'est à 17h30. Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique, a lancé Stanislas Guérini dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. L'an dernier, seulement 13 fonctionnaires ont été licenciés pour insuffisance professionnelle, indique le ministre de la fonction publique. Cette déclaration provoque bien entendu la colère des syndicats. Il n'y en a pas été question hier lors des réunions pour préparer cette future réforme de la fonction publique. Alors parlons vrai, le statut de la fonction publique est-il en danger ? Devons-nous appliquer les mêmes règles dans le public que dans le privé ? Faut-il une rémunération au mérite pour les fonctionnaires à défaut de licenciement ? Et à cette question, faut-il pouvoir licencier des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle ? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert sera le secrétaire général du syndicat UNSA Fonction Publique, bien entendu. Luc Farret sera avec nous pour en parler. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Le ministre de l'économie réclame un effort budgétaire aux collectivités locales. Le gouvernement leur reproche d'avoir fait exploser les masses salariales ces dernières années. Bruno Le Maire s'exprimait hier encore devant le Haut Conseil des finances locales. Mais les communes, les départements et les régions estiment qu'elles ne sont pas là pour combler le désengagement de l'État. Alors parlons vrai, y a-t-il trop de collectivités locales en France ? Est-il normal de demander aux collectivités locales de faire des efforts ? Demande-t-on finalement aux collectivités locales de payer les pots cassés de l'État qui n'est pas géré depuis 50 ans ? Et à cette question, pour réduire le déficit public, faut-il imposer des économies aux collectivités locales ? Vous dites non à 58%. Vous voulez réagir ? Encore et toujours le 0826 300 300. Et nous aurons la réaction de André Léniel, ancien ministre, président du comité des finances locales, maire d'Issoudun et premier vice-président délégué de l'association des maires de France. Après tout ça, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec un Philippe Bilger très motivé par ces sujets, je le sens. Bonsoir Philippe. Totalement, surtout le second. Absolument. C'est très clair. Et puis je sens que ça va titiller en face. C'est majoritaire. Ah ouais. C'est bienvenue en tout cas. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir Benoît. Bonsoir Cécile, bonsoir David. Je suis ravi de retrouver les auditeurs de Sud Radio. Et puis effectivement, quand on se lève le matin, qu'on sait qu'on va les rencontrer et qu'en plus on a un PSG Barça le soir, on peut avoir que le sourire compte tenu de l'actualité morose que nous vivons. Et voilà. Quand on va parler sous, qui est un petit peu votre domaine. C'est l'extase. S'il vous plaît. C'est voilà, Olivier D'Artigol. Et on verra s'il va rigole de Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Il a tweeté il y a 3 heures sur le qui c'est qui l'a dit. Il a tweeté quoi ? Je donnais rendez-vous pour le qui l'a dit. Oui. Vous avez déjà eu les questions ? Je n'ai pas eu les questions, mais je travaille depuis hier soir très tard, j'ai pas dormi. Je suis plutôt prêt. En fait, je préfère prévenir. Non mais vous êtes quand même la vraie voix, pardon Philippe Bilger, la vraie voix comme c'est la plus préparée en tout cas pour ce jeu, dont vous ne connaissez pas le nom depuis le début. Oui, c'est le qui c'est qui l'a dit. C'est pas le qui l'a dit. Non mais moi c'est ma formule du Sud-Ouest, c'est qui l'a dit. D'accord, ok. C'est qui l'a dit. C'est qui l'a dit, c'est tout. Et c'est qui a appelé. Les règles du jeu ne sont pas toujours très précises. Elles sont floues. Elles sont floues. Et quand c'est flou, il y a Non, mais excusez-moi, elles sont floues, mais elles sont efficaces. Oui. La séquence est toujours historique, quelle qu'elle soit, tous les jours. Et le qui c'est qui l'a appelé, c'est Patrick qui nous appelle de Marmande. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir les vraies voix. Comment ça va Patrick ? Ça va fort. Comment vont les tomates à Marmande ? Elles mûrissent. Bon, écoutez, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On parle de quoi dans un instant avec vous ? Alors, mon coup de gueule porte sur les terrasses des cafés réservées aux hommes, qu'on voit en France de plus en plus. D'accord, vous bougez pas, on en parle dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Bonjour, je suis Bernard et j'habite Avignon.
et j'écoute sans arrêt Sud Radio. J'en suis très content. D'ailleurs, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est d'appuyer sur le bouton pour avoir des informations correctes. Donc, je remercie Sud Radio pour tout ce qu'il nous apporte au point de vue information. Je vous remercie et je souhaite une bonne journée à toute la station. Au revoir. Comme disait une émission de télé, merci Bernard. Ouais. Voilà, c'est une intervention facile à faire. Ouais, Bernard ne peut pas être meilleur qu'il n'a été. Ouais. Ça fait plaisir ce type de message. En fait, on a coupé le message parce que dedans, il disait oui, Cécile de Ménébus, formidable. C'est super, elle est géniale. Et Philippe David, bof. Voilà. Oui, on l'a enlevé. Non, il a dit il est nul. Il y en a un qui triche. Oui, vous. Ah oui. C'est vrai que ça fait plaisir ce type de message. C'est de la reconnaissance. Merci Bernard. Mais il s'appelle Bernard. Mais je le remercie vraiment du fond du cœur parce qu'il salue la liberté d'expression de Sud Radio avec des vrais débats riches et avec des experts d'une qualité inouïe. Parce qu'il sait que vous êtes là, Benoît. Non mais ça va, l'auto-satisfaction. C'est une séquence d'auto-promotion. Je m'aime, je me trouve formidable. Mais on ne serait rien sans les auditeurs de Sud Radio. En tout cas, il est vraiment sympa. Oui, il a fallu Bernard d'Avignon. En tout cas, on vous embrasse très fort. Patrick de Marmande est toujours avec nous. Les cafés réservés aux hommes, ça veut dire que vous en voyez assez régulièrement ? Oui, on en voit fleurir un peu partout et de plus en plus. Avant, j'habitais sur Bordeaux, il y en avait quelques-uns, et même maintenant sur Marmande, voilà, c'est flagrant. Donc, je trouve ça assez triste, surtout que ça nous rappelle un triste passé où il y avait des terrasses des cafés interdites aux juifs et aux liens, et maintenant on peut rajouter aux femmes. Donc, apparemment, ce sont des modérés, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, je vais pas jouer l'étonner parce que ça m'est arrivé aussi d'être interdit de venir sur un tournage. Je n'étais pas là. Non. On m'a dit qu'on ne servait pas les femmes. Je suis tout de même étonné, mais je ne doute pas de l'opinion de notre auditeur. Est-ce que des terrasses sont interdites officiellement à des femmes ou elles ne viennent pas parce qu'elles ont autre chose à faire ? J'ai envie de vous répondre les deux. Elles le savent pertinemment, donc elles ne viendront pas s'y asseoir. Je défie quiconque de trouver une femme voilée assise à la terrasse d'un café. Ah oui, alors là c'est autre chose. Vous n'aviez pas compris. Oui, c'est pour ça que je dis Philippe, moi ça m'est arrivé pour un tournage, on m'a dit on ne sert pas les femmes. Voilà. Donc voilà. C'est vrai qu'on ne sert pas les femmes, c'est choquant. Hein. Donc ce que vous avez vécu, Cécile, est inacceptable et interdit dans notre pays, il faut le rappeler. Pour autant, moi qui suis un amoureux des terrasses, que ce soit à Pau ou à Paris, ce que vous pointez est un problème quand cela existe, mais nous pouvons encore très généralement aller dans des terrasses et fréquenter des terrasses où ce que vous indiquez n'a pas lieu d'être. Bien sûr. Encore, comme tout il me semble. Oui, encore heureux. Mais je le précise puisque ça n'avait pas été dit. Enfin, c'est bien de dire que ça existe aussi. Voilà, c'est pas généralisé, heureusement. Benoît Perrin. Non, mais c'est exactement ça. C'est pas parce que c'est pas généralisé et encore heureux qu'il faut pas parler des problèmes. C'est des problèmes certainement minoritaires, mais qui sont scandaleux. Vous parliez de Bordeaux. Je suis allé effectivement récemment dans cette ville dont je suis originaire. Effectivement, près de la gare notamment. Il n'y avait pas de femmes. Il y avait pas de femmes. Non, mais moi je parle de Bordeaux en tout cas. Ah oui. Et l'auditeur a parlé de Bordeaux. Il y avait effectivement pas de femmes près dans le quartier de la gare. Ça m'avait frappé. Et ça, faut en parler. Pas de femmes dans le quartier de la gare à Bordeaux. Non, aux terrasses des cafés. Pas de femmes aux terrasses des cafés de la gare de Bordeaux. Je peux vous en parler. J'y étais il y a pas très longtemps. Je fréquente la gare de Bordeaux régulièrement. Je peux vous certifier que j'y ai vu un nombre de femmes considérable. Je ne sais, on ne vit pas dans le même pays. Donc je fais appel aux auditeurs de Bordeaux. S'ils nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent témoigner ici maintenant, par exemple, s'ils se trouvent à Bordeaux à la gare, est-ce que vous voyez autour de vous des femmes assises en terrasse de café ? Et c'était à quelle heure, c'est encore une fois nier les problèmes. Enfin, je veux dire, on vous parle d'un problème et vous vous dites non, je vous parle de relativiser un problème qui est vécu par les gens. On le sait très bien. Il y a des tournages de télévision dans des quartiers de France. Quand vous dites, je vous reprends. On sait très bien. Vous dites, je suis allé à la gare de Bordeaux. Ils ne peuvent pas y aller. Mais moi, je parle de Bordeaux aussi. Oui, quand vous dites, je suis allé à la gare de Bordeaux et les terrasses en proximité de gare de Bordeaux, je n'y ai vu aucune femme, je conteste ce témoignage. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis ? Vous n'avez pas vu les terrasses à la même heure, voilà, c'est tout. Possible. 21h, nous dit Benoît. 19.
Elle démarre bien cette émission. On va nous les fâcher. Puisse discuter bien sûr. Merci beaucoup. Moi, j'étais à l'intérieur, j'étais pas en terrasse. Patrick, vous restez avec nous. Pour le qui c'est qui l'a dit. Vous êtes notre vraie voix du jour. On est... Oh, mais c'est fini, oui. On est ensemble jusqu'à 18h avec Patrick. Vous allez jouer avec nous. De toute façon, comme ça, Olivier d'Artigol est déjà de mauvaise humeur. Comme ça, il va perdre. Ça, c'est réglé. C'est réglé, voilà. Et puis, en plus, il va se faire torpiller par Benoît Perrin. Comme ça, au moins, ça va doublement l'énerver. Allez, 0826 300 300 dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Y a-t-il un réalisateur honnête et qui a de la tenue? Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Très très bon casting aujourd'hui. J'ai l'impression de dire ça tous les jours, c'est normal. Parce qu'à chaque fois, c'est le meilleur casting du jour. Bon. J'y peux rien, c'est comme ça. Malheureusement, c'est magique. Philippe Bilger est avec nous, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Dans un instant, les 3 mots de l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Du projet de loi sur la fin de vie et sur une aide à mourir sous condition qui entame son parcours. Il était sur la table du Conseil des ministres ce matin. De cet adolescent de 15 ans poignardé ce matin à Romans-sur-Isère dans le quartier de la Monnaie après s'être interposé lors d'une altercation. Et puis de la mère d'Avalon dans l'Yonne déférée à la justice après la découverte de dimanche dans une maison qui lui appartient des kilos de drogue et des lingots d'or notamment. En 3 mots, ça donne législation adolescents et stupéfiants. Et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et on peut dire que MeToo frappe durement le milieu du cinéma, Philippe Bilger, au point qu'on se demande s'il va y avoir un réalisateur qui va en sortir indemne. Absolument, je suis favorable au mouvement MeToo, mais en effet, vous avez raison, je me demande de plus en plus si le milieu du cinéma va nous permettre d'identifier un metteur en scène qui a eu de la tenue. Récemment, Philippe Liorret, qui fait des films progressistes, entre guillemets, a été mis en cause par 10 femmes sur France Info, la même radio qui traite Bardella de baudruche, et ces femmes ont mis en cause des comportements vulgaires, indélicats, grossiers, à l'égard de la part de Philippe Liorret, qui s'est contenté de dire, et il a peut-être raison, j'ai eu la sensation de ne pas commettre d'abus. Voilà. Alors je me demande si le milieu du cinéma est complètement putride déjà à l'époque, ou bien si un jour on pourra espérer un réalisateur tranquille, courtois, comme par exemple vous l'auriez été si vous aviez rencontré très belles actrices. 20 secondes chacun. 20 secondes, donc c'est une enquête de la cellule d'investigation de Radio France avec des femmes qui passent donc un casting. Il y a donc un rapport inégal puisqu'il s'agit de leur travail, de la possibilité d'avoir un contrat. Et les témoignages, il faut respecter la présomption d'innocence, pose problème, oui. Benoît Perrin. Présomption d'innocence avant tout. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu. Merci beaucoup Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont législation, adolescents et stupéfiants. C'est parti pour le projet de loi sur la fin de vie, l'aide à mourir sous de strictes conditions, passé ce matin devant le Conseil des ministres. Ni euthanasie, ni un suicide assisté, selon la ministre Catherine Vautrin. Un adolescent de 15 ans poignardé à Romans-sur-Isère dans le quartier de la Monnaie. Il s'était interposé lors d'une altercation, indique le parquet. Et puis dans l'Yonne, 6 personnes, dont la mère d'Avalon, présentées à un juge après 72 heures de garde à vue. C'est l'affaire du cannabis, de la cocaïne, des billets et des lingots d'or retrouvés dimanche dans une maison appartenant à Madame la maire. N'en jetez plus. Les vraies voix Sud Radio. Trop tiède pour les uns, dangereux pour les autres. Le projet de loi sur la fin de vie entamait ce matin son parcours. Le texte était présenté en Conseil des ministres. Ni un droit, ni une liberté, une réponse éthique aux besoins d'accompagnement des malades, plaide Catherine Vautrin à la sortie du Conseil des ministres. L'aide à mourir proposée par le gouvernement serait encadrée par de strictes conditions sur examen médical, rappelle la ministre de la Santé. Les 3 conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner. La différence entre les deux étant que, par exemple, l'arthrose est incurable mais ne génère pas un pronostic vital, alors qu'une maladie grave entraîne un pronostic vital engagé. Deuxième sujet, souffrir de douleurs insupportables et réfractaires au traitement. Et le troisième, exprimer sa demande de manière libre et éclairée.
Catherine Vautrin réfute le terme d'euthanasien car la volonté du patient est nécessaire, c'est ce qu'elle souligne. Elle rejette aussi les termes suicide assisté puisque le feu vert du corps médical serait obligatoire dans le cadre de cette législation. Philippe Bilger, on va y arriver sur cette loi. Est-ce qu'il ne faudrait pas un référendum ? Parce que c'est quand même un vrai sujet. Moi, j'irais même plus loin rapidement. Je ne voudrais pas qu'on s'occupe de ça. Je considère qu'il y a des sphères tellement intimes qu'il faut laisser les gens décider. Alors, il faut faire une loi pour qu'ils puissent décider. Oui, mais moi, je suis contre la loi. Précisément, je ne veux pas de loi. Libre arbitre. Voilà. Allez, les garçons. Donc ils n'ont pas libre arbitre s'il n'y a pas de loi, parce que vous n'avez pas le droit au suicide assisté, par exemple. Non, mais attendez, je peux décider comment je vais mourir. Il n'y a pas besoin de voix. Je suis entouré par ma famille, je veux souffrir, je veux des soins palliatifs. Il n'y a pas besoin de loi pour déterminer ma manière de mourir. La loi Claes-Leonetti, il y a quelques années, a trouvé un équilibre qui me semble était intéressant. Là, on va vers un calendrier parlementaire où il n'y aura pas la procédure accélérée. On va donc quasiment vers 2 années de réflexion et je pense que ça peut être intéressant. Benoît Perrin. La loi Leonetti me semble parfaitement équilibrée et sur des sujets de vie et de mort, je trouve que effectivement, il faut laisser le libre arbitre, mais surtout, il faut mettre le paquet sur effectivement ce que vous soulignez, Philippe, c'est-à-dire sur les soins intensifs, en tout cas sur des maisons dans lesquelles les gens puissent mourir dignement. Allez, le deuxième mot, adolescent. Un jeune homme de 15 ans est mort poignardé ce matin à Romans-sur-Isère. Poignardé dans ce quartier de la Monnaie, placé sous les projecteurs au moment du drame de Crépol et la mort de Thomas en novembre dernier. C'est de là que venaient les auteurs des coups. Ce matin, un adolescent de 15 ans a donc succombé à un coup de couteau. Il venait de s'interposer dans une altercation, indique le parquet ce soir. Des suspects sont toujours activement recherchés. Autre drame, mais avec un ado du même âge. La ministre de l'Éducation réclame toute la lumière sur la mort d'un lycéen de 15 ans dans son établissement privé catholique à Reims, retrouvé dans le coma dans les toilettes de l'internat. Il aurait fait un malaise. Une camarade de classe évoque des discriminations liées à son orientation sexuelle. Il était en recherche sur lui-même, indique de son côté la direction du groupe scolaire. Troisième mot, stupéfiant. La mère d'Avallon dans Lyon va être présentée à un juge pour la drogue et l'argent trouvé dans une maison qui lui appartient. 6 personnes, dont la mère et ses 2 frères, déférés à la justice aujourd'hui. Dimanche dernier, lors d'une opération Place Net XXL, les policiers avaient trouvé le gros lot dans une maison appartenant à Jamila Absaoui. Accrochez-vous, pour l'inventaire à la Prévert, il y avait 70 kilos de résine de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 7 000 € en espèces, une vingtaine de lingots d'or, découverte difficile à avaler pour les habitants d'Avallon depuis dimanche. J'étais debout, je me suis assise parce que je me dis c'est pas possible qu'est-ce qui se passe, c'est assez surprenant J'y crois pas vraiment c'est quand même une mère qui était estimée, donc que ça arrive chez elle, c'est un peu surprenant. Après, ça peut être son frère qui était impliqué dans le truc, et puis elle au courant de rien. Après, on peut pas, tant que l'enquête n'est pas en cours, on peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Faut attendre. Propos recueillis à Avallon par Kadir Demir et Sami Karali de l'agence France Presse. La maire d'Hiver Gauche, qui est également conseillère régionale déléguée à la ruralité, elle héberge son père dans cette maison qui aurait pu servir donc de lieu de stockage à ses 2 frères déjà connus de la justice pour des affaires de stupéfiants. Olivier D'Artigol. Enquête en cours, mais ça prend une configuration plutôt préoccupante pour les lieux. Ce qui est fou, c'est s'il n'est responsable de rien, est-ce que ça va être compliqué de... le procès, Philippe Bilger. Oui, en tout cas, j'ai du mal à croire qu'on a posé ça tranquillement chez elle sans qu'elle le sache. Mais je suis assez soupçonneux de caractère. Oui. À l'insu de son plein gré. Oui, c'est ça. Allez, on passe à l'Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI en vue des élections européennes en juin prochain. Pas de changement sur le trio de tête. Oui, le RN première, 31,5%, moins 1,5 point. La liste macroniste Renaissance et Alliés se maintient 2e à 18,5%. Le PS et Place Publique ne bougent pas non plus, 3e à 12%, 4e LR à 8,5%, talonné par la France Insoumise qui regagne 1,5 point à 8%. Reconquête se maintient ensuite à 6,5%, suivi par les écologistes à 5,5%. Un Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI à retrouver entièrement tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Et ça, c'est jusqu'aux élections européennes de juin prochain. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. La réforme de la fonction publique. Le ministre Stanislas Guerini annonce donc vouloir le
lever le tabou du licenciement et écarte la possibilité de licenciement économique. Et on va en parler dans un instant, Philippe. Oui, et parlons vrai. Le statut de la fonction publique est-il en danger? Devons-nous appliquer les règles du privé au public et du public au privé? Faut-il une rémunération au mérite pour les fonctionnaires, à défaut de pouvoir les licencier? À cette question, faut-il pouvoir licencier des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle? Eh bien, vous êtes 72% à dire oui. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Il est avec nous pour l'instant. Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-on maintenir finalement autant d'inégalités entre le public et le privé? En fait, je crois que les agents publics ne relèvent pas du Code du travail, mais du Code de la fonction publique, car ils exercent des missions au service de la population, du pays et de l'intérêt général. Et ils interviennent la nuit, le jour, à toute heure. Ils soignent, ils protègent et sauvent parfois au risque même de leur vie. Alors oui, le statut garantit à la fois leur neutralité et leur évite des pressions. Eh ben, on en débattra dans un instant, si vous le permettez. 0826 300 300, soyez les bienvenus. On vous attend. Aude et son sourire et sa bienveillance vous attend. À tout de suite. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de vous retrouver. Ça va, Philippe David? Oh, ça va bien, oui, ça va bien. Ça va bien, ça veut dire quoi? Ça va bien. Non, ça va bien, mais vous savez, là, on est dans la période où le qui c'est qui l'a dit se prépare, donc la tension monte. Vous savez, c'est comme à 5 minutes du coup d'envoi au Parc des Princes ce soir. C'est vous qui les titillez. C'est pour ça qu'ils sont... C'est artificiel. Bien sûr, c'est lui. Alors que chez nous, il n'y a pas l'ombre d'un énervement. Non, nous, du côté de Philippe Bilger, on est zen, on est ouvert, on est tranquille. Et vous êtes là, vous êtes teasé. J'ai l'impression d'être un hérisson qui se virait piquer tout le monde. Vous vous préparez à flouer, vous. C'est ça. Non, parce que le hérisson, il a des trucs sur la tête, lui. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a eu 13 licenciements. En revanche, il y a eu usance professionnelle. Monsieur Guérini nous déclare la guerre. C'est pas parce que le travail est garanti à vie qu'il ne faut pas se challenger. Ce sont des personnes qui se reposent un petit peu là-dessus. S'il remet en question le principe de sécurité de l'emploi, il met à mort le statut. Le statut général des fonctionnaires, ce n'est pas la garantie de l'emploi, c'est la garantie de la carrière. Des propos stigmatisant la fonction publique, alors qu'on affiche pour ambition de la rendre plus attractive, je trouve ça surtout affligeant. Et donc le ministre de la fonction publique, c'est Stanislas Guerini, a lancé donc cette concertation autour de son projet de réforme de la fonction publique. Parmi les pistes à l'étude, mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires. Cette déclaration a, vous l'imaginez, provoqué d'emblée la colère des syndicats. Oui, alors parlons vrai, le statut de la fonction publique est-il en danger? Est-ce qu'on doit appliquer les mêmes règles aux gens du public et aux gens du privé? Est-ce qu'il faut une rémunération au mérite pour les fonctionnaires? À défaut de pouvoir les licencier, à cette question, faut-il pouvoir licencier des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle? Vous dites oui, à 73% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Il est l'un des meilleurs experts pour nous en parler. Il est avec nous, Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette question cruciale. Ah oui, absolument. Parce que je crois que lorsque j'étais magistrat, et pardon pour à l'égard de notre invité, j'ai assez volontiers craché sur la fonction publique alors que j'étais fonctionnaire, dans la mesure où j'étais très irrité devant ce que j'appelle l'irresponsabilité du fonctionnaire et le fait qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, de toute manière, il bénéficiait des mêmes garanties. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que pour se séparer d'un fonctionnaire, il y a 3 motifs. Inaptitude physique, insuffisance professionnelle et faute disciplinaire. En ce qui me concerne, je voudrais qu'on élargisse la faute disciplinaire et que surtout on multiplie les cas d'insuffisance professionnelle et pour le reste, tout ce qui rapproche le privé du public, à mon assentiment, il n'y a pas de raison que les garanties de la fonction publique ne lui permettent pas d'être plus efficaces. Olivier d'Artigol, qui a été fonctionnaire de l'éducation nationale. Oui, insuffisance professionnelle, on pourrait élargir le spectre de cette notion-là aux responsables politiques qui n'obtiennent pas des résultats formidables, notamment sur aujourd'hui les critères économiques de croissance, dette ou déficit. Comme l'a dit Marlex, d'ailleurs.
C'est vrai? Oui, c'est ça. Vous répétez des gens ce que disent les LR. Sans le savoir. Merci Cécile. J'en connais un qui a réalisé pour le qui c'est qui l'a dit ou qui a eu des fuites. Deuxième chose, je m'aperçois dans le débat public que nous savons rendre hommage aux fonctions publiques, qu'elles soient d'État, territoriales ou hospitalières, quand nous en avons besoin. Le lendemain d'une tempête, pour parler des gaziers électriciens, quand on subit un problème de santé, qu'on est à l'hôpital, quand on a besoin de services, puisque le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Là, on sait. Par contre, il y a toute une petite musique lancinante quand on n'est pas confronté à des difficultés qui consisterait à taper sur la fonction publique. Le code de la fonction publique prévoit en effet que des fonctionnaires peuvent être sanctionnés et parfois remerciés. Et il y a un deal qui fait que les salaires sont pas très élevés. Vous savez, quand vous êtes en catégorie C ou B, la fonction publique, vous roulez pas sur l'or, mais vous avez une garantie. Benoît Perrin, pardon. Alors, si j'étais syndicaliste, moi, je soutiendrais à fond les deux mesures là qui font aujourd'hui débat précisément, parce que ce sont deux pistes qui sont lancées par le gouvernement. Les deux reproches que les gens globalement adressent aux fonctionnaires, les deux reproches, c'est un, les planqués sont jamais sanctionnés, et deux, il y a une augmentation mécanique du salaire, autrement dit, on ne tient pas assez compte du mérite pour des augmentations. Et donc là, en fait, on a deux pistes qui me semblent être un moyen parfait de réconcilier les Français avec la fonction publique. Si les Français, je crois, comprennent que quand les gens font pas leur boulot, ils peuvent être renvoyés, eh bien, et d'autre part, quand ils font bien leur boulot, eh bien, ils sont mieux payés. Je rappelle juste que la proportion des primes dans la fonction publique, c'est à peu près 25% du salaire. Le reste, c'est indiciel, donc c'est en gros automatique. Quasi automatique. Sauf exactement. Quand c'est gelé, comme pendant 10 ans. Oui, alors ça a été dégelé ces derniers temps, 14 milliards les 2 dernières années pour les fonctionnaires. Donc je crois que c'est un moyen, au contraire, extraordinaire de réconcilier les Français avec la fonction publique, que de leur faire comprendre que les fonctionnaires sont aussi rémunérés au mérite et sont sanctionnés quand ils font pas leur boulot. Luc Ferré est dans les starting blocks comme chroniqueur des vraies voix pour le qui c'est qui l'a dit. Vous nous l'avez fâché, allez. D'abord, moi je voudrais revenir sur les propos du ministre qui sont pour moi une provocation. Une provocation parce que il est clair que parler du licenciement des agents et donc de l'insuffisance, quand on connaît les règles de la fonction publique qui ont été rappelées, avec le fait que l'on puisse aujourd'hui sanctionner les agents, que l'on puisse qu'ils soient en insuffisance professionnelle, si c'est le terme utilisé, c'est le cas aujourd'hui, ou qu'on parle du mérite, où là aussi il y a des dispositifs qui existent, alors que la véritable question que l'on devrait se poser et qu'il nous semblait que le ministre voulait poser, c'est comment redonner de l'attractivité à la fonction publique. Alors je le dis clairement ici, le ministre, avec son propos, est contre-productif. Et moi je le dis avec une certaine colère. Je le dis parce que il souhaite une concertation. Il nous réunit, le ministre nous réunit, les organisations syndicales. Il ne nous parle pas de cette éventualité du licenciement. Il sort de réunion. Il va voir un journaliste, en l'occurrence un journal, il déclare qu'il est favorable au licenciement des agents publics, ce qui est déjà possible, et de fait il met le feu aux poudres, et moi je le dis ici, le ministre n'a pas eu un propos acceptable, et ça s'appelle du populisme, et je le dis clairement ici, parce que la fonction publique a besoin d'un ministre qui défend les agents publics, et pas qui les attaque. Et je finis simplement pour dire... La rémunération des agents aujourd'hui est un véritable problème. Nous demandons au gouvernement que le gouvernement prenne les bonnes décisions et enfin revalorise, augmente les agents publics en 2024, en 2025, en 2026 et en 2027, puisque c'est la fin de son mandat. Philippe Bilger sautait sur son fauteuil également. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai l'impression que vous jugez contradictoire les garanties, l'augmentation de ce que mérite la fonction publique, sa défense, comme vous l'avez très bien fait, et en même temps des évidences. Pourquoi, lorsqu'on est un partisan comme vous de la fonction publique, et comme je l'étais hier,
salaire, eh bien on ne peut pas accepter l'importance de développer la rémunération au mérite, de comprendre... elle existe. Oui, mais de la développer. Pourquoi serait-il offensant de considérer qu'on doit encore plus faire sortir de la fonction publique les incompétents, ceux qui ne travaillent pas? Pourquoi est-ce que ça vous choque? Je ne parviens pas à le comprendre. Ce n'est pas la question. Non. La question c'est, aujourd'hui, on manque d'agents publics. Donc comment on fait pour faire que les jeunes aient envie de venir dans la fonction publique? Et comment on fait pour garder ceux qui sont dans la fonction publique? Donc la question de la rémunération, elle est importante. Et puis, qu'est-ce que disent les agents? Les agents, ils disent, nous, on fait notre travail et on veut être mieux rémunérés. C'est ça qu'ils disent. Et donc, nous, on le dit clairement, oui, c'est nécessaire. Et il faut augmenter les agents. Après, la part du mérite, elle existe. Il peut y avoir des accélérations de carrière, il peut y avoir des primes qui sont adaptées, puisque ces dispositifs sont en place aujourd'hui. Donc je le dis ici clairement, il faut absolument que le gouvernement change son approche. Tiens, vous êtes fonctionnaire. Vous pensez que c'est quoi la rémunération au mérite et le risque de se faire licencier au mérite? C'est un policier qui résout pas assez d'enquêtes ou qui met pas assez de PV, ou un prof dont les élèves ont pas de bons résultats? Venez nous le dire au 0826 300 300, Benoît Perrin et Olivier D'Artigol. Luc Ferré, juste une question. Est-ce qu'il y a des planqués à la fonction publique? Comme partout? C'est une vraie question. Mais... Est-ce qu'on peut gérer finalement le salaire des policiers, par exemple, sur le risque, sur plein de choses, comme on va traiter quelqu'un de la fonction publique qui est au bureau le matin à 10h et qui en part à 17h? Est-ce que c'est la même chose? Les Alors métiers, c'est un peu loin de ce que je dis. Les métiers ont des règles différentes. Le statut des policiers n'est pas tout à fait le même que celui des enseignants, et tout le monde le comprendra bien. Bien sûr. Donc, en fonction des risques, en fonction des fonctions, il y a déjà des salaires qui sont différenciés. Donc nous, on dit à l'UNSA Fonction publique, ne nous trompons pas de sujet. Aujourd'hui, la fonction publique est le bien de ceux qui en ont le moins. C'est une force de notre pays. Il faut la développer et il faut la renforcer. Et donc on ne commence pas, alors qu'on ouvre une discussion, une concertation sur un futur projet de loi, par dire, non pas devant les organisations syndicales représentatives, mais dans la presse, que l'on va améliorer, entre guillemets, faciliter le licenciement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais c'est difficile. Alors moi, celui dont Georges Marchais a été l'inspirateur. Je vais être très clair. Ouais. Comme partout, il y a des gens qui font plus ou moins leur travail. Ouais. Mais il faut aussi qu'on ne se focalise pas sur cette question, comme dans une entreprise, on ne se focalise pas forcément sur cette question. Ce qu'on regarde, mais parce que c'est pas nous qui payons leur salaire. C'est normal qu'on se focalise pas nous. C'est normal que les Français. Mais il y a une minorité d'agents qui sont très petite minorité d'agents qui sont concernés, comme partout. Mais il faut aussi parler des conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut suivre les agents? Comment est-ce qu'on les incite à se former? Toutes ces questions qui sont sur la table. Et puis moi, il y a des questions que le gouvernement ne pose pas et qu'on aimerait bien qu'il pose, comme par exemple celle des contractuels. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique. Comment on fait pour que les contractuels aient un avenir et puissent rentrer davantage et être titularisés? Aujourd'hui, la principale revendication des agents de la fonction publique, c'est le pouvoir d'achat et les salaires. Savez-vous qu'une aide-soignante qui travaille la nuit, on voit à peu près le boulot, en milieu de carrière, le salaire médian est à 1 900, 2 000 euros. Est-ce que nous jugeons que c'est acceptable dans une société dite développée comme la nôtre, que ces personnes qui font des métiers essentiels puissent être aussi peu gratifiées malgré la communication de l'exécutif qu'il y a eu sur le Ségur, etc. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui dysfonctionne. Alors vous prenez l'exemple, le contre-exemple de ce que j'ai donné, c'est de bonne guerre, forcément, mais bien entendu que dans ce cas-là, bien entendu, sur ces métiers-là, métiers qui ont été, en tout cas, face par exemple, le Covid et qui ont toujours été là, bien entendu. On ne parle pas que de ces gens-là. Vous imaginez bien que ces gens-là ont besoin de travailler, ont besoin d'avoir un salaire honorable. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, 3 petits points rapides. Le premier point, c'est rappeler le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, c'est à peu près 2,5 millions de fonctionnaires. Sur 2,5 millions, il y en a donc 13 qui ont été licenciés en 2022 pour insuffisance professionnelle. Enfin, je veux dire, en termes de proportion, c'est déliant. Deuxième point sur les salaires. Mais effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont mal payés. Mais pourquoi ils sont mal payés ?
précisément parce qu'on n'a pas les moyens, donc il faudrait qu'ils soient moins nombreux et qu'on les rémunère davantage. Sauf que les syndicats sont toujours dans la même posture en disant il faut qu'ils soient non seulement plus nombreux, et il faut en plus qu'ils soient mieux payés. C'est absolument impossible. Troisième point rapide, en 2023, il y a eu à peu près 59 000 agents publics supplémentaires. Donc dire qu'on manque d'agents publics, c'est un mensonge. Allez, 0826 300 300 avec Patrick qui nous appelle de Marmande. Rebonsoir Patrick. Oui, rebonsoir. Alors Patrick, on vous écoute. Est-ce que pour vous, on doit pouvoir licencier des fonctionnaires ou pas ? Eh bien, moi, je suis pour l'égalité des droits, donc ça serait pas un sujet si on avait tous les mêmes droits. Donc, on pourrait réellement passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il faut, comme on peut licencier les gens dans le privé, on doit pouvoir licencier des fonctionnaires. Oui, les mêmes, la même façon, le même pays, on est les mêmes. Donc on aurait les mêmes droits, ça serait beaucoup plus simple, on éviterait chaque année toutes ces grèves et voilà, en fait c'est sans fin. Parce que augmenter, je veux bien, avec l'argent des autres, moi aussi je vais être augmenté, mais comment ? C'est pas juste dire on peut être augmenté, il faut dire comment ? Par la TVA, par la dette, comment on augmente ? Alors Luc Faré, ça c'est quand même une question qui se pose quand il y a eu notamment la réforme des retraites, où certains, pense aux cheminots, etc., même si ça a été réformé, ont des conditions meilleures que le privé. Les gens du privé qui ont été massivement précarisés sur les 20-30 dernières années disent maintenant, nous, on a suffisamment, vous me passerez l'expression, morflé, on veut que les autres payent aussi un peu à leur tour. Est-ce que pour vous, c'est entendable ou c'est strictement pas entendable ? Mais votre question n'est pas entendable au sens que les agents publics ne sont pas les plus rémunérés de notre pays. Ils sont à plus de 50% avec des rémunérations pour des agents de catégorie C et de catégorie B. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des petites rémunérations qui sont souvent inférieures à 2 000 €. Donc, il faut qu'on ait ce chiffre en tête. Mais avec des avantages quand même qu'on n'a pas dans le privé. Il y a effectivement des obligations aussi pour les agents. Quand on parlait du travail de nuit, quand on parlait du travail le dimanche, quand on parle du service public qui doit réagir à tout moment. Quand les policiers qui sont en train de sécuriser le Parc des Princes à quelques minutes d'ici, eh bien oui, ils sont mobilisés et mobilisables. Quand les enseignants sont agressés, menacés et qu'ils doivent faire face, il y a bien une difficulté des métiers aujourd'hui. Et donc, il faut que nous les reconnaissions. Dans la fonction publique, il y a même des inégalités. Vous voyez bien que ces métiers-là, par rapport à d'autres métiers administratifs, il y a une égalité aussi. Mais il y a toujours des inégalités. Et nous, notre travail d'organisation syndicale, c'est de travailler à la protection des agents, aux conditions de travail des agents, et pas à leur départ pour des mauvaises raisons, puisqu'aujourd'hui, on peut sanctionner les agents, je le redis. Je vais faire un pas vers vous, Cécile. Ah, encore enfin. Moi, je serais pour valoriser les agents d'exécution catégorie C et B. Il peut y avoir une catégorie A, notamment en fonction publique territoriale. J'ai quelques exemples en tête, des doublons ou des choses qu'on pourrait reconsidérer. Et puis, je pense qu'il faut travailler la mobilité. Moi, comme enseignant, j'ai eu des collègues dont le métier n'était pas d'enseigner, ils n'étaient pas à l'aise, c'était pas ça, ils étaient en grande difficulté. Et on devrait travailler à de la mobilité dans l'ensemble des fonctions. Oui. Ouais, très court. Merci. Très court, ce qui me frappe, c'est je pense qu'il faut plus d'agents sur le terrain et moins dans les bureaux, voilà, pour aller très vite. Voilà, comme ça, au moins c'est bien résumé. Merci beaucoup Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction Publique. Vous savez quoi, on va vous garder pour le qui c'est qui l'a dit. Parce qu'on va lancer maintenant des licenciements des chroniqueurs qui ne sont pas assez bons au qui c'est qui l'a dit. Donc là, on va tester. Allez, juste avant le qui c'est qui l'a dit, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour prochaines vacances dans un des clubs ou hôtels Bellambra. Ce sera en famille ou entre amis, vous faites comme vous voulez. 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Et pour ça, vous allez pouvoir composer pour gagner ce séjour ou à la montagne, ou à la mer, ou à la campagne. Le 0826 300 300 si vous voulez remporter un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un des clubs ou hôtels Bellambra. Allez, on y va et on dit Philippe Bilger, entre 0 et 20 18. 18e appel au standard. Allez, on continue. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe
Philippe Bilger est avec nous, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et puis Luc Faré, qu'on nous avons regardé, parce que c'est important. Moi, j'adorerais que vous gagniez, Luc Faré. Au moins, il ne serait pas licencié. Ouais, c'est ça. Et avec Patrick de Marmande. Ça va, Patrick ? Oui, ça va bien. On n'attend pas Patrick. Oh, bon, on n'attend pas Patrick. On a dû lui faire 250 fois. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'était une question, qui c'est qui l'a dit ? Je vous rappelle, c'est d'abord Patrick qui répond à 1 point. Qui c'est qui l'a dit ? Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Guérini. Bah voilà. Bonne réponse de Patrick. Voilà un homme qui règle nos problèmes. Voilà, on démarre tranquille, mais vous allez voir après, ça monte en gamme. Voilà. Qui c'est qui l'a dit ? À 3 points. Sur les licenciements dans la fonction publique, est-ce que ça vaudra aussi pour les ministres incompétents ? Patrick. LR, non ? Oui. Marlex. Ouais. Non, il n'a pas répondu. Mais non. Non, j'ai pas répondu. Il a dit LR, non. Voilà. Il n'avait pas répondu. Donc sinon, il aurait dit Olivier Marlex. Un LR, non. Tandis que moi, j'ai 3 points. Non, voilà. Non, j'ai attendu. J'ai attendu qu'il réponde. On ne donne pas les 3 points. Attends, excusez-moi. Non, là, Patrick, est-ce que vous aviez le nom de la personne ? Honnêtement. Non, je l'avais pas. Le règlement vaut qu'on peut commencer à parler quand la personne dit « je ne sais pas ». Vous savez ce que j'en fais du règlement ? C'est beau par un magistrat. Allez, 3 points pour Philippe Bilger. 3 points. Donc 4. Non, t'as pas eu le Allez-y, premier. Cécile. Ben non, mais vous pouvez rapprocher. Laissez venir les questions, vous allez pouvoir faire la remontada. Question, qui c'est qui l'a dit à 1 point ? Le statut de la fonction publique devait être réservé aux magistrats à des fonctions régaliennes. Patrick. Langoucha ? Attal, non, c'est pas Attal. Philippe Bilger. Non. Eric Ciotti. Non. C'est l'autre. Pardon. Le statut de la fonction publique devrait être réservé aux magistrats. Bruno Retailleau. Ça fait 1 point pour Olivier d'Artigol. Qui c'est qui l'a dit ? Alors là, je vous préviens, c'est pas du tout une personnalité politique et elle n'est même pas française. Sur le couple Macron, ce sont des gens extraordinaires. Patrick. 3 points. Trump. Non. Rihanna. Bonne réponse de Philippe Bilger. Je savais pas. L'humiliation d'Olivier d'Artigol, je dis ça, je ne dis rien. Attention, Luc Faré, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Patrick aussi, allez. Qui c'est qui l'a dit à 1 point ? Je pense que le féminisme fait aussi partie de la transition écologique. Il y a une espèce masculinité toxique qui nous conduit dans le mur et nous devons changer votre rapport au pouvoir. Patrick. Je sais pas, je donne ma langue. Rousseau. Bonne réponse, Sandrine Rousseau. Il a dit Langoucha. Il a dit Langoucha. J'ai pas compris. Ah bah écoutez, si vous comprenez pas le français, c'est pas de notre faute. Non, il a pas de casque, Philippe. Donc on entend dans le son là. Il l'avait pas dit. Mais si, il l'avait dit. Il est d'une malhonnêteté, mais alors. Alors que c'est Luc irrespirable comme climat. Excusez-moi. Alors que Luc Faré est très poli, il lève le doigt tout doucement. Voilà, l'hystérique d'Olivier d'Artigol. Question, qui c'est qui l'a dit ? Philippe, 2 points. C'est à vous là, parce que oui non c'est à moi 2 points. Qui c'est qui l'a dit ? On doit inverser la dynamique et mener cette campagne avec l'idée de gagner. Les autres partis politiques sont marginaux au Parlement européen. Patrick. Je donne ma langue au chat. Ayer. Non. C'est le même parti. C'est un homme. Un homme, oui, c'est Journé. Non. Un homme. Il a été ministre, mais il ne l'est plus. Il a un nom de ville. Des villes, Des villes où on fait du très bon vin. C'est monsieur qui a eu. Eh bien, 2 points pour lui. Non, c'est 2. C'est permis. Et allez, dernière question à 1 point. Attention, qui c'est qui l'a dit ? Je ne me serais pas engagé pour le parti de Jean-Marie Le Pen. Patrick. Je ne me serais pas engagé pour le parti de Jean-Marie Le Pen. C'est le policier qui les a... Oui, le c'est policier ça. Varé. Non, tu n'as pas le point. C'est faux. Il vient de dire le policier qui s'est engagé, on accorde le point. Le policier, c'est pas Valais. Non. Mais que tu es dur. Le monsieur vient de dire le policier qui... Un peu de bienveillance. Un peu de bienveillance. Je donne le point à Patrick. Les amis, Patrick, merci beaucoup. Je suis désolée. Merci à vous, on devrait voir. On vous embrasse très fort, pardon. Ils sont intenables, ils sont ingérables, je vous le dis. Attends, mais Cécile, si l'auditeur a une chance de gagner, je peux lui laisser... n'a pas de chance de gagner. Je lui donne. On revient dans un instant. Merci 1000 fois, Patrick. Dans un
instant le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, parlons vrai, vous savez c'est marqué sur nos murs, donc vous avez la parole bien entendu, quand vous le voulez, il vous suffit d'appeler, composer le numéro de téléphone 0826 300 300, on va en parler bien sûr avec vous, on va parler de tous ces sujets avec vous dans un instant avec notre ami Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va Philippe Bilger ? Ah mais très bien, de mieux en mieux, et puis évidemment j'ai le moral. Oui. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés, puis Olivier Dartigol. Bien entendu, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on ? De cette directive européenne qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs un peu comme les autres, sauf que ça pourrait limiter énormément leur disponibilité, avertissent les services d'incendie et de secours. On en parle dans un instant. Et il y a des domaines dans lesquels je n'aime pas le mélange des genres. Par exemple, une université est un endroit où on étudie, pas une salle de meeting. C'est pourquoi je suis outré que LFI fasse une tournée des facs, la dernière étape ayant eu lieu hier soir à la faculté de médecine de Nantes, avec en invité vedette Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard. Un meeting qui a causé l'ire de l'UNI, syndicat étudiant classé à droite, puisqu'en octobre dernier, une conférence de l'essayiste Paul Melun, par ailleurs chroniqueur sur CNews, avait été annulée en dernière minute par la présidente de la faculté. Une présidente bien connue pour sa neutralité, puisqu'elle avait dans un mail à ses étudiants daté du 13 avril 2022 écrit « Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national, mais qui n'a pas vu de problème au meeting de Mélenchon et de Boyard. Que la neutralité du service public de l'éducation repose en paix. Mais enfin, comment expliquer que les amphis des facultés deviennent des salles de meeting pour un seul parti ou une seule partie de l'échiquier politique, l'extrême gauche ? Comment expliquer que les réunions que voudraient organiser les partis de droite sont inenvisageables pour éviter les violences des nervis d'extrême gauche, qui ont toujours le mot démocratie à la bouche, alors que les facs sont subventionnés par les impôts que payent des gens qui ne sont pas d'extrême gauche pour l'immense majorité d'entre eux. Bref, on a un nom tout trouvé pour rebaptiser le ministère de l'Enseignement supérieur, LFI, comme les facultés insoumises. Philippe Bilger. Votre point de vue est très pertinent, Philippe, parce que vous répondez à un argument que Françoise Degois parfois opposait en disant que les facs et les universités ont toujours été le lieu de débat public. Mais là, c'est pas ça que vous dénoncez, c'est le fait qu'ils soient réservés à un parti. Et vous avez totalement raison. Olivier Dartigol. Les facs ont toujours été politisés, peu ou prou. Moi, mon souvenir de Bordeaux 3, c'était que Bordeaux 3, justement, était plutôt à gauche. On était sur un institut d'histoire. En face, on avait droit. Et c'était une autre sensibilité qui dominait, droit à Bordeaux. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une chose acceptable, à condition, cher Philippe, que toutes les sensibilités puissent s'y exprimer et tenir des initiatives. C'est ce qu'il dit, en fait. C'est ce que je viens de dire. Ce qui me frappe, c'est qu'on sent que la liberté d'expression... Il suffisait de dire je suis d'accord. Il pense comme moi. La prochaine fois, vous répondez. On a l'impression que dans les médias, il y a de plus en plus de débats, et à l'inverse, on a l'impression que dans l'université française, il y a de moins en moins de débats. J'ai été étudiant à Bordeaux, pardon d'y revenir. J'avais pas le droit d'aller sur le campus de Bordeaux 3 parce que, effectivement, j'épousais pas spontanément l'idéologie qui était en place. Donc, moi, j'avais pas le droit d'y rentrer. Je peux vous parler de rentrer. Je peux vous parler aussi de violences physiques que j'ai subies parce que j'étais opposé aux grèves, parce que je tractais pour effectivement un mouvement qui, à mes yeux, défendait les libertés, et je me faisais ostraciser, je me faisais plaquer contre des portes par des militants. Alors à l'époque, c'était de Sud Étudiants ou de l'UNEF qui ne toléraient pas qu'une autre voix puisse s'exprimer dans un espace qui, selon eux, leur était réservé. En fait, vous avez un contentieux très Bordeaux. Vous habitez toujours Bordeaux. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'adore les gens qui disent je suis pour la liberté d'expression, et leurs petits camarades à côté empêchent les autres de s'exprimer. Donc j'avoue que ça m'agace un peu. Quand vous serez dans le train et que vous entendrez Bordeaux dans 2 minutes, restez assis. Restez assis. Allez, tout de suite, vous avez la parole. Avec une directive européenne qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs, figurez-vous. Alors, cette directive n'est pas nouvelle en soi. La nouveauté, c'est que la France entend désormais l'appliquer. Et là, ça risque de poser de sérieux problèmes selon les services d'incendie et de secours, avec des heures de carence obligatoires, par exemple, ou encore une limitation du nombre d'heures de travail ou de garde. Bref, résultat, des soldats du feu beaucoup moins disponibles. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir, Éric Brocardi.
Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, si l'activité des sapeurs-pompiers bénévoles est considérée comme un emploi à part entière, concrètement, ils vont devoir faire beaucoup moins d'heures de garde. C'est ça la conséquence concrète. La conséquence, elle est là, effectivement, c'est-à-dire moins de garde, moins d'astreintes, moins de possibilités de pouvoir protéger, secourir la population. Et je tiens à signaler dans vos propos que, en fait, aujourd'hui, la France, et au regard des paroles de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne souhaite pas appliquer justement cette directive, tout simplement parce que le volontariat aujourd'hui mérite pleinement d'être défendu au travers de l'ensemble des territoires européens. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers a rassemblé hier et avant-hier 18 pays européens au travers d'une délégation de chaque pays pour permettre justement d'ajuster et de défendre l'intérêt commun qui est de protéger le volontariat. Aujourd'hui, c'est 3,5 millions de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels qui sont engagés sur l'ensemble du territoire. Un fait très, très simple. On est le 7 avril, donc il y a quelques jours de cela. Forcément, 71 départs d'incendie en Grèce. Donc si on n'a pas ce maillage territorial, si on n'a pas cette défense très, très simple des territoires au travers du volontariat comme des professionnels, il est évident aujourd'hui qu'on serait encore en train d'être spectateur d'une terre qui brûle. Donc il est essentiel aujourd'hui que l'ensemble des listes politiques qui sont engagées dans les élections européennes prennent attache auprès des fédérations de leur propre pays, auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, pour dessiner l'importance aujourd'hui de protéger le volontariat. Parce qu'aujourd'hui on parle des sapeurs-pompiers volontaires, mais demain je change de tenue, je passe comme gendarme réserviste, c'est exactement la même chose. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut une Europe qui protège et qui défend ? Ou est-ce qu'on veut tout simplement essayer de barrer la route à l'engagement ? L'engagement aujourd'hui, c'est crucial. On sait pertinemment que sans engagement aujourd'hui des uns et des autres, que ce soit dans des associations bénévoles ou autres, que l'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de protéger l'ensemble et de nourrir l'ensemble de la population au travers d'autres associations ou d'ONG. Donc le ministère de l'Intérieur vous a rassuré un peu sur ce point, sur cette question du maintien du statut du sapeur-pompier volontaire. Comme depuis 20 ans, on essaie avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de permettre justement ce bouclier protecteur et de donner les éléments essentiels au gouvernement pour pouvoir protéger les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi les sapeurs-pompiers professionnels qui ont aussi un statut parfois de pompiers volontaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parfois professionnels dans une grande ville et quand ils rentrent chez eux dans des lointains contrées, ils ont forcément aussi un statut de pompiers volontaires parce qu'ils ont l'engagement dans le cœur. Donc, si on barre la route à cet engagement-là, il est évident qu'aujourd'hui, c'est la fin du volontariat, c'est la fin du secours de proximité, c'est la fin du cœur du sujet, qui est justement la protection et le sauvetage des populations. Je tiens simplement à rappeler une chose, pour reprendre encore ce que je disais tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, l'essentiel des enjeux, c'est quoi ? C'est le dérèglement climatique, ce sont les problèmes de sécurité, ce sont les problèmes aujourd'hui de protection. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle à un moment donné du comportement ou du geste qui sauve. Il n'y a pas un sujet qui passe pendant la période hebdomadaire, que ce soit dans les fils d'actualité, qui ne parle pas à un moment donné de l'engagement des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, on n'entend pas parler dans les programmes européens. Nous avons porté ça hier et avant-hier avec l'ensemble de nos collègues. Il est temps aujourd'hui qu'on s'en saisisse et qu'on s'en empare parce que c'est une question vitale pour l'ensemble des territoires. Merci beaucoup Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi ? Des crimes de plus en plus pour rien. Avec Benoît Perrin. Message à tous les adultes, faites aimer la lecture aux enfants. Et Olivier d'Artigol. Alerte sur la santé psychique des jeunes filles et des adolescentes. Et vous avez la parole, 0826 300 300, jusqu'à 19h avec les Vraies Voix. À tout de suite. Minibus. Bienvenue dans les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, avec Olivier d'Artigol qui a perdu qui c'est qui. Oh, j'aurais pas le dit. Je l'ai dit. C'est d'un petit. Alors que j'étais tout juste en train de m'en remettre. Olivier je retombe, ça y est, dans les affres du doute. Alors que j'essaie de. En plus, cette victoire était très importante pour moi. Mais je croyais que c'était. J'avais parié. Mais non, mais je croyais que c'était son nom de famille. Olivier d'Artigol qui a perdu ou qui c'est qui l'a dit. Je pensais que vous étiez noble. C'est vraiment un direct. Encore. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, encore un drame à Romans, un adolescent de 15 ans tué à coups de couteau.
je vais me permettre d'être encore plus rapide qu'à l'ordinaire, puisque j'ai déjà évoqué, si je me souviens bien, le sujet hier, en considérant qu'il y avait de plus en plus un hiatus entre la gravité des crimes, notamment commis par des jeunes gens de plus en plus précoces, et la qualité, si j'ose dire au sens propre, des mobiles et des ressorts. Plus ils sont dérisoires, plus à l'heure actuelle, on a des drames, des tragédies atroces. Et bien sûr, ce qui s'est passé au quartier de la Monnaie, même si on n'a pas une certitude absolue sur la nature du mobile, on sait, la mère elle-même a dit qu'il était dérisoire. Donc c'est une confirmation de plus de ce que j'ai dit hier. Et c'est le grand bonheur de pouvoir se citer soi-même dans une émission comme Les Vraies Voix. Olivier d'Artigol. D'abord, je trouve très intéressant que Philippe Bilger puisse se donner raison. Oui. Mais je suis assez d'accord avec cette complexité qu'il donne pour qu'on traite de cette actualité, car sinon on a le sentiment de toujours faire le même récit, mais il y a dans certaines affaires des interstices, des pas de côté qu'on peut faire, et souvent Philippe nous aide à le faire, parce que sinon on est un peu moutonnier, on répète toujours les mêmes choses. Vous êtes un bon perdant. Bravo, Olivier. Mais vous n'avez pas gagné, Philippe. Benoît. Absolument terrifiant de voir que des gamins de 15 ans meurent pour un coup de couteau, pour un regard ou pour n'importe quoi. C'est fou, non? Non, mais c'est absolument délirant. C'est absolument délirant. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Enfin, c'est émouvant, c'est délirant, c'est scandaleux. Et on parlait des fonctionnaires tout à l'heure, mais s'il y a bien un droit qui doit être respecté en France, c'est le droit de la sécurité. Ça doit être la priorité de tout le monde. Et je m'inquiète que, je le rappelle toujours, que sur 1 000 € de dépenses publiques, 66 € soient uniquement consacrés aux fonctions régaliennes. C'est la banalisation finalement de cette violence qui devient inadmissible, Philippe Bilger. Alors on a parfois des débats. Moi, on a tendance évidemment à ramener beaucoup de ces drames dans ces cités à des problèmes ethniques, à des problèmes religieux, à des confrontations entre des cultures et des sociétés différentes. C'est sans doute vrai parfois, mais moi je les vois d'abord comme la continuation d'une criminalité, d'une délinquance ordinaire qui existe même avec des adultes dans la France tout entière en réalité. Absolument. Benoît Perrin, le désastre de la chute de lecture chez les enfants. Alors, Stupeur et tremblement. Alors, ce n'est pas une réédition de l'ouvrage d'Amélie Nothomb sur le monde du travail japonais qui demande la perfection aux salariés. Non. Si j'évoque ce titre, c'est parce que je suis passé par ces états émotionnels à la lecture d'une étude commandée par le Centre national du livre. Et selon cette étude, accrochez-vous bien, les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans. Alors, chacun peut constater comment il lui est de plus en plus difficile, notamment par rapport à avant, pour se plonger dans un livre ou un article de presse qui s'étale sur plusieurs pages. Donc, tout le monde est concerné. Mais ceux qui aiment lire connaissent la joie de visiter des univers inconnus, d'être saisis par des émotions fortes, de rentrer dans la psychologie profonde de personnages comme D'Artagnan, le Petit Prince ou encore Marcel Pagnol. Le plaisir de l'histoire conjugué à l'effort de lire des textes parfois difficiles rend le lecteur tout simplement heureux. Alors pas sur le moment, c'est vrai, mais souvent des années après. Et je crois que l'école doit être un sanctuaire contre les maladies de notre temps. Et pourtant, pour faire moderne et avec l'argent des Français, certains élus ont acheté des écrans à nos enfants, donc on fait entrer le loup dans la bergerie. Tous les spécialistes des neurosciences le disent, les excès de portable génèrent des difficultés de concentration, perte de sommeil, manque d'imagination, difficultés scolaires. Donc je suis toujours sceptique quant aux interdictions, mais le sujet de l'interdiction des smartphones pour les mineurs est, je crois, une question que l'on doit poser. C'est un combat que les parents ne peuvent mener seuls. Ceux qui osent craignent légitimement la mort sociale de leurs enfants et je crois qu'il faut les aider. Philippe Bilger. Lire, et bien sûr lire les grands livres, si on peut, c'est mieux... Libre propos d'un inclassable de Philippe Bilger, par exemple, qui aurait mérité un prix Nobel de littérature. Sérieusement, c'est mieux se connaître, on apprend la vie et on apprend à comprendre les autres. Olivier d'Artigol. Apprécier que Pagnol soit cité sur les souvenirs du château de ma mère, la gloire de mon père, la chasse à la Bartavelle royale. Ça fera 50 ans qu'il est décédé la semaine prochaine. Vous vous en souvenez, donc c'est des émotions intactes.
vous l'avez dit, et c'est juste, plus un enfant, les pédopsychiatres nous disent, plus un enfant va maîtriser de mots et de vocabulaire, et plus il pourra gérer un certain nombre d'émotions, et plus la violence qu'il peut y avoir en lui sera maîtrisée. Quand il n'y a pas de mots, ce qui peut arriver derrière, c'est des coups. Et faire travailler l'imaginaire, ce que vous disiez, c'est aussi très important pour Mais après, 5h10 sur les écrans, les adultes, on en passe combien sur les écrans? Oui, mais à côté de ça, vous lisez. Oui. Le problème. Non, mais on donne parfois pas un exemple terrible aux enfants qui nous entourent. Vous avez raison, Olivier, mais si on passe 5 heures sur les écrans et si on lit en plus, aucun problème. Voilà. Mais je pense qu'on est tous pareils. Si on nous propose des frites ou des épinards, on a plutôt tendance à aller vers les frites. C'est exactement quand on a un bouquin et un portable devant nous. On est tous les mêmes. Ouais. Merci pour ce sujet. Et un autre sujet, le sujet de la joie, du bonheur. C'est ça. Ça, puisque Régis est avec nous. Bonsoir Régis. Bonsoir Régis. Bonsoir les vrais voix. Vous nous appelez de Port-la-Nouvelle, cette jolie commune du littoral. Ah oui, dans l'Aude. Ah bah dites donc. Un peu vanté, mais Régis, quand on habite à Port-la-Nouvelle, on n'a pas besoin de partir en vacances. Et si, il faut aller peut-être à la montagne. C'était la bonne réponse. Vous faites quoi dans la vie, Régis? Je suis artisan cordonnier à Port-la-Nouvelle. Magnifique. On adore les artisans à Sud Radio, c'est un métier fantastique. Et donc, je vous écoute toute la journée. Ah bah merci. Voilà. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous auriez dit je le jure pas, vous aviez pas le cadeau. Alors là, bonne pioche. Vous allez trouver les chaussures à votre pied. C'est son talon d'Achille, Philippe Bilger. Bravo. Merci Philippe, merci Cécile. Et merci aussi Philippe Bilger, puisque c'est lui qui a décidé d'avoir le numéro 18. Voilà, c'est ça. Encore une fois, un succès facile chaque soir. Pour une fois, vous cordonnier, Philippe Bilger n'était pas à côté de ses pompes. Allez, c'est ça. Non, il n'était pas à côté de ses pompes. C'était pas la peine de la ramener, Philippe David. Allez, vous avez en tout cas gagné un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un des clubs et hôtels Bellambra, niché dans ses plus beaux endroits de France, au cœur de belles destinations, montagne, mer, et campagne, vous pourrez choisir. Je vous propose de nous envoyer un chèque à l'ordre de Cécile de Ménibus. Non, je plaisante. Mettez pas d'ordre, moi je gérerai. Vous nous envoyez une belle carte postale et puis on espère que vous allez passer un très joli moment. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Régis. On vous embrasse. C'est moi qui vous remercie. Je remercie donc toute l'équipe Sud Radio et aussi votre Bellambra aussi, puisque c'est lui qui fournit aussi les séjours, des beaux séjours. Donc je remercie toute l'équipe et Sud Radio encore. On vous embrasse. À très bientôt. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec un déficit de 5,5 du PIB en 2023. Le gouvernement veut trouver donc des moyens de réduction de dépenses publiques avec les collectivités locales. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Grâce à notre auditeur de Port-la-Nouvelle, nous parlions fruits de mer. Voilà, si vous avez des bonnes adresses chez vous de fruits de mer. On aime bien aussi faire du bulot. Oui, ce serait temps qu'on s'y mette au bulot. Allez. Pour faire une vanne comme ça, vous n'avez pas le QI d'une huître. Oui. Ça, au moins, c'est sûr. Bon, allez, on arrête. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'était il y a quelques instants. Et celui de notre ami Olivier d'Artigol. Olivier. Oui, sans transition, le sujet est un peu grave. Santé publique France vient de publier une étude alarmante concernant la santé mentale des jeunes en général, mais dans cette étude apparaît une réalité, c'est que les jeunes filles et les adolescentes ont des indicateurs très très bas, avec des choses qui alarment les pédopsychiatres, notamment sur des indicateurs concernant le sentiment de solitude, qui est 2 fois plus élevé chez ces jeunes filles que chez les garçons. Tentative de suicide ou pensée suicidaire 2 fois plus élevée chez les lycéennes. Et le nombre de jeunes filles de 10 à 19 ans hospitalisées pour une tentative de suicide ou pour des actes d'automutilation a explosé depuis le Covid. On en est à plus 63% chez les 10-14 ans et plus 42% chez les 15-19 ans. Donc ça, c'est une réalité. Beaucoup de spécialistes de ces questions-là nous le disent depuis maintenant 2 ans. Or, il me semble que la réponse en termes de santé publique est trop faible. Pourquoi Boris Cyrulnik dit que ces jeunes filles sont plutôt, j'ai envie de dire, plus matures et vivent plus durement la pression de la société?
parfois sur le résultat scolaire, sur l'insertion sociale et professionnelle. Les réseaux sociaux aussi sont aujourd'hui un immense cloaque où parfois la réputation de jeunes femmes et jeunes filles sont mises abîmées, sont mises à mal et abîmées. Alors, fin janvier, le ministre Gabriel Attal voulait faire de la santé mentale de notre jeunesse une grande cause de notre action gouvernementale. Le 6 avril dernier, il dit « Je décrète l'état d'urgence ». Il y a donc une absolue nécessité à ce qu'on ne soit plus dans le discours et l'annonce, mais dans des dispositifs d'urgence pour venir en aide à ces jeunes filles, à ces adolescentes. Philippe Bilger, le constat. Olivier a totalement raison, mais je vais vite parce que je crois que le président Lénier l'attend. Oui, absolument. Monsieur le ministre, vous voulez dire Benoît Perrin. Symbole d'une société qui va très mal, exactement. Et le rôle des hommes politiques, c'est notamment de nous construire un avenir meilleur. Et en étant certain d'avoir un bel avenir, je pense que les jeunes reprendront confiance, tout simplement. Merci pour ce sujet, Olivier d'Artigol, important, très important. En tout cas, vous pouvez nous contacter, 0826 300 300, si vous voulez évoquer ce sujet, bien entendu. Autre sujet important, parlons de ce déficit de 5,5% du PIB. En 2023, le gouvernement donc veut trouver un moyen de réduction des dépenses publiques avec les collectivités locales, et ça grince. Oui, y a-t-il trop de collectivités locales en France ? Est-il normal de demander aux collectivités locales de faire des efforts ? Et finalement, demande-t-on aux collectivités locales de payer la non-gestion de l'État, puisque le dernier budget en équilibre, c'était il y a 50 ans. Il y a cette question. Pour réduire le déficit public, faut-il imposer des économies aux collectivités locales ? Vous dites non à 56%. Vous voulez réagir ? Tiens, vous êtes élu local ou pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Et André Léniel est avec nous, un président du comité des finances locales, maire d'Issoudun, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France et ancien ministre. Monsieur le ministre, bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que les collectivités locales ont encore les moyens de se serrer la ceinture ? Ce serait une très mauvaise idée. On en parle dans un instant, au moins ça s'écache. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Merci en tout cas de votre fidélité. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, du lundi au vendredi. C'est un peu le café du commerce en mieux. Voilà, avec Philippe Bilger. Sauf qu'on ne boit pas. Ça c'est vous qui le dites. Et avec des femmes. Benoît Perrin, directeur des contribuables à Bordeaux. Et au bois du Bordeaux avec des femmes. Allez, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et vous au 0826 300 300 avec notre charmante Aude qui vous attend. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans la série, l'État cherche désespérément de l'argent pour boucher les trous de ses finances publiques. L'État veut faire les poches des collectivités locales. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics. Bercy tente de faire les poches des départements et des régions. On ne se laissera pas faire les poches. Le gouvernement doit au contraire faire des efforts supplémentaires pour nous accompagner. Ben oui, ça veut dire que l'État cherche de l'argent désespérément. Si vous avez 1 ou 2 euros, n'hésitez pas. Et donc devant le Haut Conseil des finances locales, Bruno Le Maire a appelé les élus locaux à faire des efforts partagés pour faire face à la dégradation des comptes publics. Cette annonce promet un énième bras de fer entre l'État et les collectivités locales, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'il est normal de demander aux collectivités locales de faire des efforts ? Ou est-ce qu'on demande aux collectivités locales de payer les pots cassés pour la mauvaise gestion de l'État ? Mais comme l'État se désengage au détriment des collectivités locales qui doivent assurer, est-ce que c'est pas un peu ce que Coluche appelait la méthode des pays de l'Est ? Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Et donc pour réduire le déficit public, faut-il imposer des économies aux collectivités locales ? Vous dites non à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et André Léniel, qui a le sourire depuis tout à l'heure, président du comité des finances locales, maire d'Issoudun et premier vice-président délégué à l'Association des maires de France et ancien ministre. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Petit tour de table avec Philippe Bilger, d'abord sur ses comptes publics. Eh bien, merci encore une fois, ma chère Cécile,
de m'offrir un sujet qui me passionne, mais objectivement, j'ai l'impression que la réponse à la question de Sud Radio ne peut être que positive. Et d'ailleurs, cela fait des années qu'on a l'impression que l'État, en réalité, se disperse, s'éparpille, met en cause les collectivités locales qui n'y sont pour rien, parce qu'en effet, il ne parvient pas à administrer ce qui relève véritablement de sa mission. Deuxième élément, s'il fallait une preuve, et j'espère qu'elle sera confirmée tout à l'heure, c'est le fait que nous avons véritablement, de la part des collectivités locales, notamment avec l'excellente association des maires, une sorte d'œcuménisme municipal qui, de gauche et de droite, est absolument accordé sur le fait que l'État, d'une certaine manière, cherche à faire peser sur ces collectivités ce qui relèverait de sa seule mission. D'abord, je salue André Léniel pour l'ancien élu que j'ai été. L'engagement et la parole publique forte d'André Léniel, pour l'élu local que j'ai été, a toujours été une source d'inspiration et de connaissances et d'infos concernant l'actualité des collectivités territoriales, ce qui m'a amené à améliorer mes interventions. Ça m'a aidé, vraiment. Là, vous êtes au sommet, Olivier. Non, mais c'est important quand vous avez des responsables politiques qui sont des personnes ressources sur des sujets identifiés, et ça fait quelques années maintenant qu'André Léniel s'occupe de cette question-là. Vous savez... Vous cherchez un poste Non, mais c'est bien, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le lui dire, donc j'en profite. Vous savez, les collectivités locales, territoriales, votent des budgets en équilibre. Oui. Ce que l'État ne fait pas. Et l'État, vous pouvez pas être dans l'insincérité quand vous êtes sur l'administration d'une collectivité. Ou alors vous êtes très vite rattrapé par la patrouille. Les collectivités, au cours des dernières années, ont dû pallier des carences de l'État et un désengagement de l'État. On l'a vécu spécifiquement, ça s'est su, sur la crise sanitaire, par exemple, où on a tenu. Et puis, les collectivités ne participent que pour 9% de l'endettement. Donc, c'est quasiment rien, quand bien même on a peut-être des efforts de bonne gestion à faire. Donc, je trouve qu'il y a là, dans cette offensive qui n'est pas nouvelle, de l'État qui veut très certainement réduire les dotations aux collectivités, quelque chose qui relève d'une mauvaise politique, et j'espère que le débat public permettra d'instruire tout ça. Benoît Perrin. Alors en termes de chiffres, c'est très simple. Les collectivités locales, c'est à peu près 20% de la dépense publique. L'État, c'est 30% et la sphère sociale, c'est 50%. Donc dès lors que l'État, au sens général, la sphère publique, on va dire, doit faire des efforts, ça me semble tout à fait normal de demander des efforts à tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre les leviers qui sont possibles, en fait, les leviers, parce que les administrations, comme vous le savez, les collectivités locales se gèrent librement. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est comment elles se financent. Elles se financent très simplement par, on va dire, deux pôles. Un, des ressources propres, 50% de leur budget, et de l'autre côté, soit des subventions de l'État, pour être très vite, ou alors des impôts, enfin de la fiscalité qui est transférée. La DGF, donc, notamment la dotation globale de fonctionnement. Exactement. Et ça, c'est un levier important. Un des rares moments dans l'histoire assez récente où cette DGF a été fortement contrainte, c'est par François Hollande, dans les années 2011-2012. Et là, on a vu le seul moment où les collectivités locales ont réduit leur train de vie, et notamment ont réduit leurs embauches. Il a été élu en 2012, Hollande, donc pas en 2011. Pardon ? Il a été élu en 2012, Hollande. Oui, donc 2012-2013. Et c'est le seul moment où le nombre de fonctionnaires de recrutement a baissé dans les collectivités locales. Et je crois qu'il faut rappeler ce chiffre très simple. Depuis 20 ans, plus 44% d'embauche dans les collectivités locales. Donc je crois que oui, il faut chercher à optimiser la dépense aussi dans les collectivités locales. Alors nous avons un invité qui est un petit peu en colère, André Léniel, qui est avec nous, président du comité des finances totales, maire d'Issoudun, et premier vice-président délégué de l'Association des maires de France et ancien ministre. Donc la question, on parle à peu près de 15 milliards. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui ? Ça ne serait absolument pas raisonnable. Ça ne serait pas raisonnable pour plusieurs raisons. D'abord, ça serait totalement injuste. Comme cela a été dit, nos budgets sont équilibrés. Nos dettes sont minimes et nous les payons sur nos propres budgets. Et par ailleurs, nous avons participé déjà de manière massive à financer les déficits de l'État. Entre 2014 et 2024, donc ça englobe des quinquennats différents, entre 2014 et 2024, nous avons été ponctionnés en cumulé et bien entendu en euros constants de plus de 70 milliards.
C'est un effort sans précédent et qu'aucune autre catégorie n'a mis en œuvre pour essayer d'améliorer le compte public. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre système qui fait que le supplice du garrot, qui dure depuis une bonne dizaine d'années, est en train d'étouffer nombre de collectivités territoriales et que ça serait un coup fatal à la qualité des services apportés à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes, en particulier dans les mairies, des amortisseurs sociaux dans un pays qui est en crise. Si demain, nous n'avons plus la capacité à répondre par le service public local, c'est-à-dire au plus près du citoyen, alors il y aura une aggravation importante de la situation de notre pays. J'ajoute à cela que c'est nous qui modernisons les territoires et que si on nous interdit de continuer à le faire en comprimant nos capacités de financement, alors ce sera du recul qui seront pris et des services qui ne seront plus rendus. Et c'est le citoyen qui, à la fin, sera le dindon de la farce. Philippe Bilger veut réagir. Est-ce que réagir, c'est beaucoup dire? En tout cas, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, et pardonnez l'incongruité que je vais formuler, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans une république qui, évidemment, centralise l'omnipotence présidentielle avec une sorte de jacobinisme arrogant et de l'autre côté, une décharge pour le pire sur les collectivités locales quand elles ont à gérer les défaillances de l'État. Est-ce qu'il y a là un paradoxe, à votre avis, ou une logique? Il peut y avoir les deux. C'est clair que depuis ces dernières années, la recentralisation est massive. Et que c'est la suppression des impôts que nous percevions, c'est-à-dire une nationalisation de l'impôt. Parce que les citoyens continuent à les payer, mais ils les payent par d'autres canaux. Oui. Et ça ne correspond pas forcément aux attentes qu'ils ont sur le terrain. Donc, oui, il y a une volonté de la part de l'État de se défausser et une volonté de recentralisation. Nous sommes, j'allais dire, le dernier rempart, nous, les collectivités territoriales, et en particulier les communes, pour essayer que les choses se fassent au plus près de nos concitoyens. Nous voulons qu'ils puissent voir, qu'ils puissent contrôler, qu'ils puissent nous interpeller. On sait bien que plus le pouvoir s'éloigne du citoyen, moins, bien entendu, il est entendu, le citoyen. Et nous sommes en première ligne, et nous sommes heureux d'y être, pour essayer d'apporter des solutions concrètes. Oui. Donc, ne nous coupons pas les ailes, car nous avons besoin de prendre un vol qui aille vers le vivre ensemble que nous perdons semaine après semaine dans beaucoup de cas. Olivier D'Artigol. Et d'autant plus qu'en cette période de tension budgétaire, il faut rappeler que 3/4, Philippe, de l'investissement public en termes d'équipement dans notre pays est supporté par les collectivités locales. Les lycées, c'est les régions, les collèges, c'est les départements, les communes, c'est les écoles primaires. Ces collectivités aménagent le territoire et donnent du service public, accompagnent les vies au quotidien dans toutes leurs dimensions. Et c'est souvent aussi des territoires d'innovation sociale, écologique. Il s'y passe des choses très positives parce que moi j'aime bien l'idée de la commune cœur battant de la démocratie parce que tu es au plus près et donc tu peux réagir au mieux. Donc je trouve que ce discours de l'exécutif qui cherche partout où il peut aller, caisse de l'UNEDIC, de la retraite complémentaire, il essaye de chercher partout. Mais là, le discours essayant de viser les collectivités territoriales n'est pas une opération très grandiloquente, vraiment pas. Benoît Perrin. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez un petit peu justement l'exaspération des contribuables qui estiment que quand on parle effectivement aux responsables des collectivités locales, ils veulent pas faire d'efforts parce que soi-disant ils en ont déjà fait. À l'État, on nous dit c'est pareil, on est allé au bout du bout. Dans le système social, on nous dit quand on parle au patron des caisses de retraite, c'est pas possible. Des caisses d'assurance maladie, c'est pas possible. Caisses d'assurance vieillesse, c'est pas possible. Enfin, globalement, personne ne peut faire des efforts. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a un moment, je crois, où chacun doit se dire, en gros, quelle est la part d'effort que je peux faire. Et ce qui est frappant, quand on est un peu extérieur à tout ça, c'est de se dire qu'en fait, on a l'impression que personne ne veut faire d'efforts, alors que la situation est dramatique, puisque comme vous le savez, il y a un écart énorme entre les dépenses et les recettes de l'État. L'effort, on l'a déjà fait. Nous n'avons pas refusé l'effort. Et quand les crises se sont abattues sur notre pays, nous avons été en première ligne et l'État était défaillant.
C'est vrai en ce qui concerne l'épidémie de Covid. Si nous n'avions pas nous-mêmes mis en place des livraisons de masques, dans mon propre hôpital, c'était les collectivités qui livraient. C'était pas l'État qui était à la ramasse. Les centres de vaccination qu'on a portés. Les centres de vaccination, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais nous passons notre temps à faire à la place de l'État un certain nombre de tâches qui relèvent de sa responsabilité. Et nous continuons. On est obligé de développer parfois les polices municipales parce que l'État n'est plus en capacité de répondre aux nécessités de sécurité et de proximité de la police et de la gendarmerie. Nous sommes conduits à ouvrir des berceaux dans les crèches parce que le gouvernement a annoncé qu'il fallait créer 200 000 berceaux, mais n'a mis aucun moyen et nous laisse face à la responsabilité de le faire parce qu'il faut prendre en compte les familles. Donc c'est ça la réalité de la gestion. Et aujourd'hui, nous sommes dans le paradoxe où l'État cherche désespérément 30 milliards. Mais en supprimant les impôts des collectivités territoriales, il s'est mis 35 milliards sur le dos. C'est pas les collectivités qui l'ont fait, c'est l'État. Et aujourd'hui, c'est là le résultat de la politique de l'État et non pas le résultat de la politique des collectivités territoriales. Nous avons beaucoup donné. Si nous donnions plus, alors nous serions, incapables de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je pense que ça serait le pire. Et monsieur le ministre, est-ce que vous seriez d'accord pour que les collectivités locales aient davantage de liberté, c'est-à-dire très concrètement, qu'il y ait moins d'argent que vous soyez moins subventionné, parce que vous êtes subventionné, donc encore une fois à peu près à hauteur de 50% de vos recettes. Est-ce que vous seriez d'accord pour arrêter ces subventions de l'État et que vous puissiez vous-même mettre en place des impôts locaux et que les Français finalement puissent comprendre, gagner en lisibilité pour se dire en gros telle région est plus ou moins bien gérée ou plus ou moins taxée qu'une autre région. Très concrètement, être responsable de vos finances. André Laignel. La réponse est clairement oui. D'abord, c'est pas nous qui avons supprimé les impôts locaux. Je viens de le rappeler. La taxe d'habitation notamment. La taxe d'habitation, mais c'est le principe de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Bon, c'est ce qui représente les 35 milliards que j'évoquais il y a quelques instants et que l'État s'est mis sur les bras. Bien. Donc, oui, nous voulons être responsables. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'Association des maires de France, nous sommes pour qu'il y ait une participation, même si elle est minime, même si elle est de quelques euros, de chaque citoyen. Parce qu'il faut, en démocratie, qu'il y ait un lien entre le pouvoir politique de proximité et le citoyen lui-même, et qu'il se sente impliqué, investi, et qu'ainsi il soit dans le contrôle permanent. Donc oui, nous sommes, pour qu'on arrête. Alors ce ne sont pas des subventions, je vous reprendrai sur ce seul point, c'est de l'argent qui est dû aux collectivités territoriales à travers la plupart des dotations, en particulier la dotation globale de fonctionnement. Si, c'est historique, puisque ça a été créé pour pallier des suppressions d'impôts, déjà à l'époque, il y a une trentaine d'années, et en particulier ce qu'on appelait à l'époque le VRTS, le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Et pour compenser, a été créé, bien entendu, des dotations qui venaient permettre aux collectivités de continuer, mais en leur supprimant la liberté de lever l'impôt. Et c'est aujourd'hui, pour les régions quasi totalement inexistantes, la capacité à lever l'impôt. Pour les départements, ils sont étouffés et ce sont les plus en difficulté financière actuellement. Et quant aux communes, on leur a supprimé tour à tour les impôts économiques et la taxe d'habitation. Donc vraiment, oui, nous souhaitons être responsables devant nos concitoyens parce qu'ils savent sur le terrain à quoi sert l'argent que nous levons lorsque nous levons l'impôt. André Laignel, est-ce que toutes ces situations participent au désengagement des élus locaux aujourd'hui ? Est-ce que les maires finalement déposent les armes en disant on arrête en fait ? Il y a un sentiment souvent d'impossibilité de répondre des citoyens. Vous savez, les maires, ils sont souvent le premier recours du citoyen. Mais malheureusement, et de plus en plus souvent, ils sont aussi le dernier espoir. Et quand vous n'êtes pas en capacité de répondre, parce que vos finances sont totalement bridées, que l'étouffement est très très proche, et qu'on est obligé de se dire, mais est-ce que je vais continuer à faire des efforts pour que la restauration scolaire soit ouverte à ceux qui n'ont pas les moyens de la payer ? Est-ce que je vais continuer à mettre en place des structures sportives, culturelles, qui sont essentielles pour le vivre ensemble et pour que la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, parce que le vivre ensemble, c'est à tous les âges, puisse être prise en compte, et prise en compte
pour les aider à sortir d'eux-mêmes, aller au-delà de ce qu'ils croient pouvoir faire. Ça, ce sont les missions des collectivités territoriales. Et ce sont des missions en lien avec le citoyen en permanence. Elle est là, la vraie démocratie. Et c'est pas un hasard si les seuls élus, entre guillemets, qui trouvent encore grâce auprès de nos concitoyens, ce sont les maires et leurs équipes municipales. Merci beaucoup André Léniel d'avoir été avec nous, président du comité des finances locales, maire d'Issoudun et premier vice-président délégué à l'association des maires de France. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Benoît Perrin. Merci beaucoup Olivier D'Artigol. Vous n'êtes pas licencié malgré vos médiocres résultats ou qui c'est qui l'a dit? C'est l'information de l'émission. Hein, on vous donne rendez-vous pour un prochain qui c'est qui l'a dit à Bordeaux à la gare. En attendant, dans un instant, on va vous parler d'économie circulaire avec François Drugy et tous nos invités. À tout de suite.